Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Notre premier invité est un explorateur et un cobaye volontaire qui a développé un projet ébouriffant testant les limites de l'humain confronté au climat extrême. Froid, chaleur, sécheresse et humidité. Il est dingue, il est masochiste, il est sacrificiel, on ne sait pas. En tout cas, Christian Clot est notre homme. L'actualité à 4 jours du premier tour des primaires, c'est l'obsession de l'identité française, notamment du conflit entre la laïcité et un islam de plus en plus visible en France. Nous organiserons un face-à-face entre deux intellectuels. L'une, partisane d'une laïcité inflexible, l'autre, prêt à des accommodements raisonnables avec les mœurs et les coutumes des différentes communautés. Dans la troisième partie de l'émission, les chérubins Maudu et Saltiel reviendront sur la mission de l'astronaute français Thomas Pesquet et sur le défi lancé à Michel Polnareff par un saule pleureur breton. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Guillaume Roquette. Êtes-vous émerveillé de rencontrer Christian Clot qui donne d'une certaine manière son corps à la science, non son cerveau, enfin votre corps ou votre cerveau. C'est avant tout votre cerveau. Alors je les prête plutôt quand même, parce que je vais essayer de les garder entiers le plus possible malgré les milieux dans lesquels on va évoluer, mais voilà, c'est effectivement l'idée de permettre que ce corps ait le peu de cerveau que ce beau corps, Christian Clot, d'accord, et ce cerveau plastique, on vous le souhaite, donc fasse avancer la recherche. Comment, pourquoi, on va voir ça avec vous dans un instant, vos motivations et votre itinéraire, votre mystique de l'aventure, mais d'abord votre portrait réalisé par Marc-Antoine de Porrette, regardez. En tapant votre nom sur Internet, on découvre christianclot.com, un site sur lequel sont répertoriées toutes vos expéditions, car vous êtes explorateur. Avant de parcourir la planète, vous venez au monde à Neuchâtel. La forêt suisse vous offre votre premier terrain de jeu. D'abord, vous vous orientez vers une carrière de comédien, tendance cascadeur. L'escalade et le parachutisme rythment votre vie. En 1999, vous réalisez un tour du Népal à pied pendant lequel vous croisez des ethnies qui n'ont jamais vu un homme blanc. C'est le déclic et le début de vos expéditions en milieu extrême. Notamment en Patagonie, vous êtes le premier homme à avoir pénétré la cordillère Darwin en terre de feu chilienne. Ce qui vous vaut de nombreuses récompenses que l'on peut retrouver sur votre CV en ligne très fourni. On y découvre aussi avec surprise que vous êtes le scénariste de différentes bandes dessinées. Moins étonnant en revanche, elles portent toutes sur des aventuriers. Votre dernier objectif, l'expédition Adaptation, une traversée successive des 4 milieux les plus extrêmes de la planète pour tester les limites du cerveau humain. Cet été, vous tiriez un chariot dans le désert iranien par une température de 70 degrés Celsius au sol et vous revenez tout juste des canaux marins de Patagonie en kayak avec cette fois des moins 20 degrés Celsius et des vents à 250 km/h. Sur le site Adaptation, on peut voir que vous repartez bientôt pour l'Amazonie avant de vous attaquer à la Sibérie, avec pour seul moteur l'envie d'explorer. L'humain, depuis qu'il est espèce, depuis qu'il existe, depuis qu'il évolue, il a toujours cherché à aller plus loin, à comprendre, à explorer, à découvrir. Cette curiosité-là, elle est ce que nous sommes en tant qu'espèce. La curiosité, mais aussi un certain goût du risque. Christian Clot, avez-vous déjà eu peur de mourir tout seul au bout du monde ? Vous avez déjà eu peur de mourir dans ces conditions extrêmes et dans un état de solitude totale ? Peur de mourir, ça peut arriver. La peur, elle est présente en expédition. Et heureusement, c'est un vrai signal d'alerte. C'est une manière de... Moi, j'utilise beaucoup la peur pour me protéger, contrairement à ce qu'on peut croire. Et évidemment, il y a des fois, on est à se poser la question, est-ce que ça va passer ? Est-ce qu'on va réussir ? Quand on se fait jeter de son kayak par du vent, puis qu'on se retrouve dans une eau à 2 degrés, seul au milieu de nulle part, sans aucun secours possible, il y a forcément des moments, il y a des alertes. Et c'est là qu'il faut tout de suite savoir retrouver son sang-froid, dépasser cette situation et immédiatement se mettre en situation de se sortir de l'endroit. Donc on y arrive. Vous êtes tout seul dans cette expédition parce qu'on a vu là des images où on avait l'impression que quelqu'un d'autre vous filmait. C'est ça. Alors le principe, c'est 4 fois 30 jours dans les 4 milieux les plus extrêmes de la planète en solitaire cette année. Mais les 3 premiers jours de ces traversées, j'ai une équipe avec moi, notamment des chercheurs, Étienne Quéclin, Stéphane Bénard et d'autres chercheurs qui viennent pour pouvoir préparer les études scientifiques avec moi. Et à ce moment-là, il y a aussi un photographe et un caméraman. Mais ça fait de très belles images et ça nous fait rêver. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu faire le même type d'expérience dans des milieux artificiels ? On vous enfermerait dans une chambre, on mettrait 10 radiateurs et puis il ferait aussi chaud que dans le désert. On aurait pu, il y a une chose qui aurait changé, c'est ce qu'on appelle l'effet bouton. Dès le moment où on reproduit en laboratoire une situation, on sait qu'on peut l'arrêter à tout moment. Ouais. Et ça change totalement notre manière de percevoir la situation. Parce qu'il n'y aurait pas d'impondérable. Parce qu'il n'y aurait pas d'impondérable. Une personne qui vit une situation extrême, une crise, un tsunami, malheureusement un attentat ou autre, il ne peut pas arrêter la situation. Il doit trouver une solution de s'en sortir
coûte que coûte. Et bien, Alors, c'est ce qu'on veut reproduire avec ça. Concrètement, comment ça se passe? Vous partez, avant de partir, vous faites une batterie d'examens, des IRM, des examens très poussés, des examens donc cognitifs, Absolument. neurologiques. Vous vivez vos 30 jours dans des conditions extrêmes. Vous revenez. Il y a un laps de temps de 24 heures entre la fin de l'expérience et à nouveau une batterie d'examens, c'est ça? Le plus court possible, dans Ouais. le sens que le projet adaptation, il est vraiment d'essayer de comprendre ce que l'humain est capable de mettre en place pour s'adapter à des situations complexes, extrêmes de crise. C'est la plasticité cérébrale? C'est la plasticité cérébrale, la plasticité cognitive qu'on essaie de comprendre, surtout sur les lobes préfrontaux, là où se passe la décision, la motivation, la volonté. C'est des zones qui sont peu étudiées dans ces circonstances-là, à savoir face à des situations qui dépassent la capacité humaine de compréhension. À qui ça va servir? Ça va À qui ça peut servir vos principalement à deux catégories de personnes. Ça va servir à tout le monde en réalité, parce que malheureusement aujourd'hui, on le sait, on peut aller voir un concert et voir sa vie basculer. Et aujourd'hui, tout le monde doit être capable de retrouver une capacité de résister à des changements et à des crises. Et finalement, on comprend mal ce qui se passe à ces moments-là. Donc toute personne aujourd'hui qui va être soumise à des situations complexes peut être intéressée par mieux se former. Parce qu'une fois que la situation est là, c'est trop tard pour se former. Il faut apprendre avant. Mais comme on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, on ne sait pas bien former les gens. On ferait quoi, une espèce de coaching où on fabriquerait des médicaments à partir de votre expérience? Alors justement, l'idée, c'est d'éviter le médicament. Je pense qu'aujourd'hui, on a un vrai problème dans notre système où on va aller sur le médicament. Donc la chimie. Pour des chimie, soldats, les par gens exemple, sont avant d'aller au combat. avant- On peut se Voilà, traiter on va- nous-mêmes. je pense qu'on a la évidemment. capacité, nous, de retrouver cette notion d'adaptation qu'on a toujours eue au fil de l'évolution de l'Homo sapiens et même de l'humain en général, et qu'on doit retrouver cette connaissance pour réapprendre à accepter que notre système est changeant et que dans ce système changeant, on peut très bien y trouver une manière de s'adapter. Vous partez dans 15 jours en Amazonie. Vous allez expérimenter quoi? L'humidité maximale. Chaud humide avec, Chaud humide. avec 100% d'humidité Il y a quelque chose l'écologie intervient dans votre démarche ou pas du tout? C'est une autre affaire. Si, bien sûr, ça fait partie de l'ensemble. C'est-à-dire que quand on part, on va étudier le cerveau, le corps, l'écologie, l'ensemble du système dans lequel on évolue pour voir les corrélations qui se passent avec ça. Puis évidemment, on ne peut pas aller dans ces milieux sans se poser des questions sur le monde, sur le système dans lequel on évolue, et ça fait partie aussi du projet, mais c'est un peu en sous-main. D'accord, c'est corrélé. Alors Nadia, les marchands d'aventure, parce que l'aventure, là, ça fait rêver, littéralement, mais il y a les marchands d'aventure qui capitalisent aussi sur l'envie de partir, mais l'envie de partir confort. Oui, c'est ça, parce qu'il paraît que les Français ont perdu l'esprit d'aventure. C'est ce qu'ont dit certains de vos confrères de la Société des explorateurs français, qui disaient par exemple que les gens, aujourd'hui, ils rechignent même à faire du stop au profit de Blablacar, par exemple, de covoiturage. C'est vrai que c'est moins risqué, mais dans le même temps, effectivement, il y a quelque chose qui s'est développé. C'est donc l'aventure sur catalogue. J'ai regardé un petit peu à quoi ça ressemblait. Ce sont donc des agences de voyage spécialisées qui vont vous envoyer, moyennant finance évidemment, découvrir des glaciers de Patagonie, rencontrer des ours polaires ou faire du trekking en Iran. Et c'est vrai que tout ça, ça reste très confortable. Il y a des formules petit déjeuner, on peut avoir un matelas dans sa tente. Est-ce qu'on reste un aventurier quand on voyage de façon organisée, en groupe, Je pense que confortable? toute personne qui a le désir déjà de partir de son confort, de son chez-soi, où que ce soit en Pas France besoin de ou partir très ailleurs, loin, ouais. je pense que c'est déjà marqué une envie de connaissance et de curiosité. La curiosité, c'est fondamental aujourd'hui. On doit retrouver cette capacité de regarder notre monde, non plus au travers de notre propre lorgnette, de notre rue et de notre système, mais de ce qu'il représente. Et le fait même d'aller, même organiser dans des pays comme l'Iran, par exemple, permet de voir que ce n'est pas forcément le pays démon qu'on imagine et qu'il faut le voir avec du recul. Donc, il faut le faire. Vous allez, paraît-il, recruter des volontaires pour vous accompagner, une vingtaine. J'imagine qu'il y a plein de gens qui rêvent de ça. Comment allez-vous les trouver? Comment les sélectionnez-vous? Alors c'est vrai qu'Adaptation attire beaucoup de volonté. On a reçu plusieurs centaines de candidatures hommes et femmes, puisqu'on aura 10 femmes et 10 hommes pour les 4 traversées au milieu extrême. Très bien, c'est paritaire, c'est bien vu. C'est paritaire, mais c'est surtout parce que ça représente la société. On les recrute. Alors il y a malheureusement deux choses. Il y a évidemment l'aspect médical. Évidemment, on a besoin de gens en bonne santé parce qu'on ne peut pas emmener des gens dans ces situations s'ils ont des problèmes cardiaques ou autres. Voilà. Puis il y a des critères d'inclusion par rapport aux études scientifiques, parce que par exemple pour l'IRM, il y a des restrictions. On ne peut pas avoir des gens avec des tatouages en couleur parce qu'il y a des métaux à l'intérieur et ça poserait problème pour l'IRM. On va être obligé de choisir des droitiers, non pas parce que les gauchers sont moins bons ou meilleurs, simplement parce que statistiquement, on doit pouvoir comparer les choses. Donc voilà. Christian Clot, l'armée ou des laboratoires financent vos projets, vos aventures, vos explorations? Alors évidemment, il y a... Tiens, attention, vous ne pouvez pas tout... Vous pouvez Non, répondre on peut tout dire. Aujourd'hui, on n'a pas de financement de l'armée. Je ne pense pas qu'on en aura parce qu'on veut aussi rester totalement indépendant par rapport à ce qu'on fait. Non pas qu'il n'y a rien contre l'armée, mais simplement, je crois qu'on doit pouvoir le faire de manière indépendante. Il y a des laboratoires qui participent avec nous, qui sont plutôt financés par des systèmes classiques de financement de la recherche. Puis évidemment, c'est des entreprises privées qui finalement vont financer avec une chose
simple et clair. Ils n'ont aucune influence ni sur le choix des personnes qui vont partir, ni sur la manière dont se mener les études, évidemment. Vous vous êtes déjà abîmé dans une de vos expéditions? Est-ce qu'en revenant, on vous a dit en sortant de l'IRM ou ailleurs, ah ben zut, là vous avez perdu quelque chose? Ils ont mis longtemps à retrouver le cerveau, mais non, jusqu'à maintenant, moi, je touche du bois, alors il n'y en a pas ici, Oui. j'ai réussi à me sortir pas si mal de 20 années d'expédition au milieu extrême, aussi parce que je crois que quand on est dans ces situations, on développe réellement une capacité d'écoute, de vigilance, d'attention, qui sont justement les notions et de motivation, des notions qu'on essaie de retrouver pour les appliquer à la vie de tous les jours. Parce que je crois qu'il ne faut pas considérer la vie de tous les jours comme quelque chose de neutre, il faut le considérer comme une grande aventure. J'allais vous qu'on va demander, la vivre tous les sédentarité, jours. c'est aussi une aventure? Les gens Ça peut qui le devenir. font une vie de bureau. Ça peut le devenir. Moi, je pense qu'il faut néanmoins, et ça c'est très important en termes cognitifs, continuer de garder sa curiosité. Plus on est limité dans ce qu'on fait et de faire toujours la même chose, moins on fait travailler ses neurones, moins on va se développer par rapport au système cognitif. Vous emportez les écrits de Mathieu Ricard, le moine bouddhiste, qui fait de la méditation et qui est lui aussi examiné à travers des IRM et des trucs? Je les emporte pas, Non, mais vous évidemment je les connaissez. ai lus, Ouais. ça fait partie Ouais. de l'ensemble des sujets qui questionnent aujourd'hui et qu'on doit re-questionner. Encore une fois, tout ce qui touche aujourd'hui à la capacité de développer son système neuronal est intéressant et il faut le faire. Merci Christian Clot, on va essayer de développer le nôtre, boulot. modestement à notre échelle. Il y a du boulot certes, merci encore. Merci à vous. Et bonne expédition en Amazonie.